Et notre invité aujourd'hui dans Sanctions immédiates sur Boursorama, c'est le député européen MoDem, vice-président du MoDem, également économiste, Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On va parler évidemment de la France et de tous ces indicateurs qui sont quand même bien meilleurs. Mais avant, je voulais avec vous revenir sur cette passe d'armes entre Angela Merkel et Mario Draghi. C'est assez inédit quand même pour la chancelière allemande. Eh bien, les taux d'intérêt qui sont très très faibles mettent les banques en danger. Une critique qui est à peine voilée. Elle a raison, Angela Merkel, sur le fond, sur la forme. Quel est le fond de ce sujet? Le fond de ce sujet, c'est que les politiques comme Mme Merkel, qui s'inquiètent du fait que les banques centrales, finalement, sont les seules aux commandes, et ça fait suite à la discussion que vous aviez il y a un instant avec votre précédent invité, ont raison de s'inquiéter. En revanche, là où ils ont tort, c'est qu'il est aux politiques de faire quelque chose. Moi, je ne crois pas que la politique monétaire peut relancer la croissance à elle seule. C'est totalement faux. La politique monétaire, c'est quoi? En particulier avec le quantitative easing. Ce sont des pompiers qu'on envoie pour éteindre un incendie. Et ils ont arrosé, et ils continuent à arroser. Et heureusement qu'ils l'ont fait aussi, parce que sinon, dans quel état serait la croissance? Et heureusement qu'ils l'ont fait. Mais vous euro. n'avez jamais vu des pompiers, en arrosant un incendie, qui reconstruisent la maison. Si vous voulez reconstruire la maison, il faut des maçons, des architectes, et ça devrait être la politique économique des gouvernements, et évidemment aussi de l'Europe. Or, cette politique économique favorable à la croissance, aujourd'hui, malheureusement, elle n'existe pas. Ouais. C'est bien ça le drame. Et puis les États s'endettent pour pas grand-chose aussi, donc ils peuvent dire, les États européens, l'Allemagne moins parce qu'ils sont en excédent, mais encore qu'ils s'endettent aussi. Mais bien entendu. La France peut dire merci. Parler de la France. Peut dire merci. Mais juste au-delà de ça, la critique derrière, et c'est ce qui est mal vécu en Allemagne, c'est que c'est un pays qui est vieillissant, qui a une forte épargne, et ce que dit Angela Merkel indirectement, c'est que, et c'est ce qui est reproché par beaucoup d'experts allemands, c'est que ça ruine les épargnants allemands qui placent aujourd'hui en vue de leur retraite. Écoutez, et qui ont zéro parce que les taux d'intérêt sont à zéro. Les Allemands, moi j'aime le peuple allemand, et j'aime l'économie allemande, et j'aime les dirigeants allemands. Ils ont fait les réformes qu'il fallait chez eux. En revanche, les Allemands, et je ne peux pas leur reprocher, défendent les Allemands et défendent l'Allemagne. Quand on a créé l'euro, ça fait quelque temps déjà, mais vous savez très bien que les critères de conversion ont été très favorables à l'Allemagne. Ça leur a permis d'exporter d'une façon extrêmement puissante. Les Allemands défendent toujours les Allemands. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut dialoguer et on peut négocier avec les Allemands. Simplement, il faut en face avoir des gens pour négocier. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, Mme Merkel, elle n'a pas en face d'elle un pouvoir français qui négocierait vraiment avec elle, avec l'objectif d'arriver à être d'accord. Parce que le jour où la France et l'Allemagne seront d'accord pour une politique économique, je ne parle pas monétaire, parce que ce n'est pas eux de la faire, au niveau de l'Europe, vous verrez, ce sera quelque chose de positif. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour négocier, il faut aussi être en capacité à négocier. Il faut avoir une croissance qui est plus forte, un chômage plus faible. Autrement dit, il faut faire des réformes. Au-delà des personnes. Hein, oui, les deux jouent. Les deux jouent. Je crois malheureusement qu'aujourd'hui, on a à la fois une carence de leaders en termes d'hommes d'État qui dirigent la France, et nous avons en même temps une insuffisance de réformes. Peut-être que l'un, d'ailleurs, va avec l'autre. C'est-à-dire, et là c'est le bilan des 4 années que nous venons de passer. Oui, mais au-delà de la critique d'Angela Merkel, il y a cette idée des effets secondaires de la politique monétaire de la BCE sur les banques qui va les contraindre aussi à avoir de faibles marges. Et des banques en mauvaise santé, on sait que c'est pas bon pour l'économie. Distinguons l'aspect technique et l'aspect politique. Nous savons tous que n'avoir aujourd'hui que les banques centrales aux affaires est quelque chose qui finit par être un poison. Nous n'avions pas le choix. Quel est le problème en Europe? En Europe, c'est que nous n'avons qu'une seule institution fédérale, c'est la Banque Centrale Européenne. Et en face, les institutions ne sont pas fédérales et elles sont égoïstes nationales ou elles sont extrêmement faibles. Intergouvernementales. C'est le mot officiel. Ça veut dire en fait renvoyant au gouvernement. Donc, d'un point de vue technique, Mme Merkel n'a pas tort. En revanche, d'un point de vue politique, Draghi a raison de dire aux États maintenant d'assumer, et les États n'assument pas. Et c'est bien ça la difficulté. Et je trouve terrifiant que, si ça se trouve, la chronique se terminera par une
mise en procès de Draghi, alors que, comme vous l'avez dit il y a un instant, s'il n'avait pas été là, bah alors là, pour le coup, l'incendie brûlait non seulement toute la maison, mais même les maisons autour. Et puis si on écoute Mme Merkel et que les taux d'intérêt doivent remonter, enfin s'ils devaient remonter pour faire plaisir aux épargnants allemands qui se disent ruinés, je ne sais pas en quel état serait la zone euro et si elle supporterait des taux d'intérêt plus élevés, alors que la croissance est quand même faible, même si elle accélère un peu, et que l'inflation est à zéro. Bien entendu, mais encore une fois, ce qui nous manque à côté d'une politique monétaire, c'est deux choses. C'est une politique de convergence des politiques économiques des États et à côté de ça, une politique de croissance. On l'entend depuis des années parce qu'on ne veut pas le faire. Parce qu'on ne veut pas le faire et parce que c'est dramatique. Tout le monde le dit, personne ne le fait. Et parce que c'est dramatique. Et parce que les États sont égoïstes. Et à chaque fois qu'on voit des situations ayant trait à à du dumping fiscal d'un État contre l'autre, ce sont les États qui se font la guerre. Je vous le dis, il faut effectivement une politique européenne. Et puisque vous m'interrogez sur ce point, je pense que ça ne pourra pas partir d'autre chose que d'une relance du couple franco-allemand. Je ne crois même pas que ce soit la zone euro. Aujourd'hui, elle est trop divisée. Il faut que ce soit le couple franco-allemand. Vous me direz, et vous aurez raison, qu'il y a des élections en France et en Allemagne l'année prochaine. Donc ce n'est pas le moment idéal pour qu'ils prennent une grande initiative. Pourtant, il faudra bien le faire. Bon, on revient en France avec vous, Robert Rochefort, avec des bonnes nouvelles cette semaine. On a vu une baisse du chômage, même si on peut en discuter. Vous avez sorti un communiqué comme quoi c'était technique, mais bon, sur un trimestre, le chômage en France a quand même baissé de 50 000 personnes. On a eu la baisse aussi des défaillances d'entreprises. On a eu le chiffre de la croissance ce matin, plus 0,5%, comme une accélération. Vous ergotez un petit peu, non, vous mais c'est drôle parce que quand je vous vous entends dire ça, ou est-ce que vous boudez pas votre plaisir? Quand je vous entends dire ça, je ne suis même pas sûr que vous soyez convaincu par ce que vous dites. Mais attendez, prenons la croissance de ce matin. On fait 0,1% de plus que ce qui était attendu. Ouais. 0,5 sur un an, ça fait 2%. Attendez, 0,1% de plus. On n'est même pas sûr. Oui, mais au quatrième trimestre, on était à 0,3. Oui, alors, et vous savez tous, et vous savez bien entendu, que le T4 de l'année dernière avait été biaisé par les attentats terroristes. Donc on récupère un tout petit peu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez que ce bon premier trimestre est tiré par la consommation. Et par l'investissement qui repart des entreprises. Surtout par la consommation. Parce que ça pèse plus, évidemment. Mais... Surtout par la consommation. Moi, je vous le dis, on ne peut plus continuer à penser que la France peut être un pays qui tire ces bonnes choses de la consommation. Les Américains aux États-Unis, c'est la consommation qui tient le PIB. Troisième chose. Et on dit rien. Troisième chose. Je reste en France une seconde. Troisième chose. Nous sommes dans le moment où nous avons bénéficié à plein du fameux alignement des planètes et en particulier de la question du pétrole. Autrement dit, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est la question suivante. Est-ce que ce chiffre, qui est un bon chiffre sur le plan du chiffre, est-ce qu'il révèle quelque chose de l'économie française en tant que telle? L'investissement, je vous comprends, l'investissement des entreprises redémarre franchement, avouez-le. Et parlez-moi d'exportation aussi. Oui, pour le coup, ça pèse négativement. Voilà. Donc, mais c'est très volatile d'un trimestre sur l'autre. Oui, mais une économie, ce sont un certain nombre de moteurs. Ce que je vous dis simplement, c'est, nous avons aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit une bonne nouvelle, mais nous avons... Vous voyez pas un peu le verre d'eau à moitié vide quand même? Non, ce que je dis, c'est que il faut évidemment voir la confirmation à venir, mais ce que je dis, c'est que je ne crois pas à la capacité d'avoir une France qui soit performante tant qu'elle ne rétablit pas la confiance et tant qu'elle ne crée pas, des choses qui sont sa force intérieure. Sa capacité elle-même à produire. Certes. Vous comprenez il y a des baisses de charges, 40 milliards d'euros, qui commencent à se traduire en investissement des entreprises. Qui pour l'instant se traduisent en restauration des marges. En restauration des marges, il faudra qu'on voit comment ça se diffuse dans l'économie en distinguant les PME et les très grands groupes. Mais l'investissement des entreprises, c'est plus 1,6%. En rythme annualisé, ça fait quand même 7%. Oui, mais vous savez très bien qu'à un moment donné... Un moteur qui s'allume. Vous savez très bien qu'à un moment donné où les machines, il faut les changer parce qu'elles sont totalement usées. On a poussé jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est pas l'investissement de remplacement qui est utile. C'est l'investissement d'avenir, c'est-à-dire l'investissement de croissance. De capacité. Et celui-là, je vous dis, excusez-moi si vous avez le sentiment que je regarde le verre au tiers vide ou aux deux tiers vide, je ne sais pas. Mais ce que je vous dis, j'aimerais que la France, on puisse dire que la croissance est repartie. Je vous dis au jour d'aujourd'hui qu'il est prématuré de le dire ainsi et que pour l'instant, nous avons bénéficié ce trimestre, alors qu'on avait perdu le trimestre précédent, d'un effet de conjoncture, nous avons bénéficié d'un contexte international. Moi, j'attends la réponse par le pays lui-même. Ça ne va pas mieux?
Pour le dire autrement, quand j'entends le ministre des Finances dire c'est la preuve que la politique du gouvernement marche, Michel Sapin. Ça, ce sont des contes pour des enfants dans un jardin d'enfants. C'est pas la réalité. Donc, non, pour l'instant... Ça ne va pas mieux, comme l'a rappelé récemment le chef de l'État, encore cette semaine? Non, ça ne va pas vraiment mieux. Alors, c'est la nouvelle méthode Coué. On nous a annoncé l'inversion de la courbe. Non, ça ne va pas vraiment mieux. J'espère que ça ira mieux dans quelques temps. Je ne vois pas comment ça peut aller mieux. Attendez, prenons un autre exemple. Un exemple dont on ne parle jamais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au niveau intra-européen, on est en train de se faire piquer énormément de marchés par les Espagnols? Il y a une concurrence à l'intérieur de l'Europe. On n'arrête pas de parler de l'Allemagne, qui est plus performante que nous sur les exportations. Mais aujourd'hui, quand vous avez à l'intérieur de l'Europe des pays qui se réforment, notamment sur la question du marché du travail, prenez la question de l'Italie. D'autres qui ne le font pas. D'autres qui ne le font pas. La France. D'autres qui ne le font pas. Eh bien, dites-vous bien que la question à venir, ce sera de regarder si l'investissement en Europe, il ne se fait pas dans ces pays-là, au lieu de se faire en France. Donc, je joue simplement mon rôle. Je suis en train de dire, non, tant qu'il n'y aura pas de réforme structurelle plus importante en France, il n'y aura pas de retour de la confiance. Tant qu'il n'y aura pas de retour de la confiance, je ne crois pas à une reprise économique très forte. Je rajoute au passage, parce qu'on sait aussi, on l'oublie toujours, que même si vous avez 1,5% de croissance cette année, n'oubliez pas qu'à côté des autres pays, nous sommes un pays dans lequel la population croît. Et si on regarde le PIB par tête, eh bien, à ce moment-là, vous verrez qu'on est vraiment sur de l'epsilon. Donc, non, j'aimerais vous dire autre chose. J'espère avoir argumenté pour vous dire que pour l'instant, non, je ne suis pas encore dans une situation béate en train de dire l'économie française est repartie. Est-ce que Robert Rochefort est béat d'admiration devant l'accélération d'Emmanuel Macron avec la création de, vous souriez moi d'un coup là, la création de son mouvement, ces transgressions qui sont répétées, il prône l'effacement ou le dépassement, je ne sais pas comment il faut le dire, du clivage droite-gauche. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Attendez, faut pas faire d'amalgame. Je pense que Emmanuel Macron apporte quelque chose à la gauche. Je crois que si je regarde ce qui se passe à gauche aujourd'hui, je suis peut-être un peu caricatural, mais je pense que c'est le seul qui apporte quelque chose à la gauche. Quand il dit qu'il faut dépasser sur un certain nombre de sujets des clivages droite-gauche, je ne vais pas dire le contraire. Si Emmanuel vous êtes à droite maintenant, le modem il est à droite là. Non, nous sommes au centre. C'est pour ça que je ne vous réponds pas, comme peut-être. Il y a des alliances avec la droite partout aux élections intermédiaires. Non. Cette fois-ci. Vous êtes revenu au bercail, non? Cette fois-ci. Mais non. Attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Être au centre, ce n'est pas ne pas faire des alliances avec d'autres. Par contre, la droite. Cette fois-ci. Par contre, être au centre, cela veut dire considérer que non, il n'y a pas la droite qui a 100% de raison. Donc vous et dites la gauche qui aurait 0%. exactement la même chose qu'Emmanuel Macron. Non, je dis sur ce point précis. Ou c'est lui qui dit que vous. Je dis sur ce point précis, je ne vais pas, dire qu'il a tort quand il dit qu'il y a du soleil, quand il fait beau. Mais en revanche, si vous voulez savoir pour la présidentielle à venir, je souhaite qu'Alain Juppé soit élu président de la République. Donc François Bayrou roule toujours pour Alain Juppé. Ça n'a pas changé. Écoutez, en tout cas, il y a des primaires, la droite et du centre. Je souhaite qu'Alain Juppé soit Emmanuel Macron, Premier ministre d'Alain Juppé, votre candidat. Ça, j'y crois pas. C'est pas souhaitable ou vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Parce que, si Alain Juppé est élu, il sera élu avec sur des la voix de base, gauche, avec des voix de gauche. Avec des voix de gauche. Si Marine Le Pen est au second tour. Il sera élu. Mais je ne crois pas que ça voudra dire un président de droite et un premier ministre de gauche. Ça, c'est ce qu'on fait en Allemagne avec la chancelière et le vice-chancelier. Quand on est dans un système qui est un système où la pièce de monnaie tombe sur la tranche, ce ne sera pas le cas en France. Si Alain Juppé est élu par des voix de gauche l'année prochaine, ce sera, vous le savez bien, parce qu'il y aura Marine Le Pen probablement qualifiée pour le second tour et un autre candidat qui sera Alain Juppé. Donc on est dans une autre considération. Si par contre, et là je crois que je suis du centre en vous disant ça, si par contre vous me demandez est-ce qu'il faut qu'Alain Juppé ne fasse un gouvernement qu'avec des gens de droite, je vous dirais non. Il aura la responsabilité historique de faire l'inverse de ce que Jacques Chirac avait fait, c'est-à-dire face à Jean-Marie Le Pen, d'être élu lui aussi avec des voix de gauche et de dire ben non, finalement, je fais un gouvernement business as usual. Voilà ce que je pense. François Bayrou, Premier ministre, il ne veut pas être Premier ministre, François Bayrou. Il a dit récemment François Bayrou dit une chose qui est très simple. Il dit un Premier ministre doit être quelqu'un en qui le président de la République a toute confiance, quelqu'un de son camp, quelqu'un de son parti. On sait bien que même lorsqu'ils sont du même parti, ils ont tendance à avoir des rivalités assez fortes. Donc,
le Premier ministre et le Président de la République en France, c'est pas, comment dire, quelqu'un qui compense l'autre. C'est normalement une équipe qui travaille ensemble. C'est plié pour vous, la primaire à droite? On voit que ça commence à bouger un petit peu entre Bruno Le Maire et François Fillon, mais sur les deux premiers candidats, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, c'est assez cristallisé? Non, il n'y a rien de plié. Simplement, qu'est-ce que nous apportons dans cette primaire, nous disons que, et c'est pour ça que les gens qui sont centristes, je crois qu'ils ont intérêt à aller voter dans cette primaire, nous disons que nous sommes les seuls à pouvoir dire si Alain Juppé gagne la primaire, eh bien, nous ne présenterons pas de candidat contre Alain Juppé. Alors que si c'est pourquoi Nicolas Alain Juppé? Sarkozy, Oui, mais si c'est Bruno Le Maire, si c'est François Fillon, non mais François Bayrou, il ira ou pas? Ou c'est vraiment tout sauf Sarkozy? Non, on verra. Honnêtement, on peut étudier tous les cas de figure. Ça peut être aussi Nadine Morano, pourquoi pas, pendant que vous y êtes. Soyons réalistes. Aujourd'hui, ça se joue entre deux hommes, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Le seul cas de figure qui aurait du sens par rapport à ce que vous dites, c'est si Nicolas Sarkozy disait demain, eh ben, finalement, je n'y vais pas. Pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas ce que j'ai retenu de ce qu'il dit, mais peut-être que j'ai pas bien compris. Bon, on termine là-dessus, Robert Rochefort. Michel Sapin qui a confirmé cette semaine le prélèvement de l'impôt à la source dès le 1er janvier 2018, qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2017. Pour vous, c'est, je parle à l'économiste, là. Est-ce que c'est d'un côté une avancée, puisque la ponction fiscale se fait en temps réel, ou c'est une réforme pour rien, parce qu'il y aura toujours à remplir son obligation déclarative, parce qu'il y a déjà la mensualisation? C'est une réforme d'écran de fumée qui veut nous laisser croire que ce gouvernement fait une réforme fiscale, alors qu'il ne fait absolument pas la réforme fiscale qu'il faudrait faire. Et comme il ne peut pas faire une réforme fiscale sur l'ensemble de la bouteille, il change l'étiquette de la bouteille. Mais je vous dis simplement la chose suivante. Les centristes, on est intellectuellement favorables au prélèvement à la source. Mais là, je vous dis, gros danger. Gros danger. Vous êtes favorable et là, vous dites non? Non, je dis gros danger et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que comme d'habitude, on refile le bébé à l'équipe d'après. C'est très très habile politiquement de dire je fais une réforme, mais non, s'ils avaient voulu faire ce prélèvement à la source, pourquoi ne l'ont-ils pas décidé il y a 4 ans? Puisque c'est un sujet qui est dans les placards depuis extrêmement longtemps. Vous êtes favorable, mais pas cette forme-là. Deuxièmement, attendez, je vous dis quelque chose, là en tant qu'économiste, faites attention à une chose. Le jour où il y aura le prélèvement à la source, vous allez avoir des citoyens, des salariés, qui sur la feuille de paye vont voir que leur salaire a considérablement baissé. Alors on leur dira, c'est un effet d'optique, parce que ce sera récupéré, vous ne paierez pas plus. Mais vous savez comme moi que l'économie, c'est de la psychologie, que c'est de la confiance. Mais vous y êtes favorable? J'y suis favorable. À la source. Oui, mais la politique, ce n'est pas faire une réforme à laquelle vous êtes favorable en théorie à n'importe quel moment. Moi, je vous dis, si ça se fait à un moment donné où la confiance est de retour, pourquoi pas? Deuxièmement, si c'est un élément de package dans lequel la vraie réforme fiscale est là, alors là, je vous dis oui. Mais ce prélèvement à la source, comme un ersatz, comme une sorte d'habillage, comme une sorte simplement du marketing, si vous voulez, tel que c'est aujourd'hui, c'est une sorte de marketing sans conséquence, puisqu'en plus l'équipe qui le propose dit c'est pas nous qui le ferons, parce qu'évidemment ils ne pensent pas une seconde qu'ils seront aux affaires dans un an. Bon, en même temps, François Hollande va se représenter, ça fait quasiment aucun doute. Bon, et alors? S'il y croit, c'est qu'il y croit encore un petit peu. Mais vous savez très bien que, évidemment, il y aura un candidat de gauche. Mais là, j'ai aussi été dans ma vie pendant 22 ans au Crédoc à regarder des sondages de très très près. Ça n'existe pas. On ne peut pas remonter de la situation dans laquelle il est. C'est un fait. François Hollande a trop déçu. L'élection est perdue. Il a trop déçu depuis trop longtemps, et y compris dans son propre camp. Tous les experts vous diront qu'on ne peut pas reconquérir une population comme ça, sauf évidemment événement improbable. Il était à 3% en 2011. Hein. En 2011, il était à 3%. Mais il n'était pas aux affaires. Il n'était pas aux affaires, et puis c'est quand même, ça ne vous a pas échappé qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas normalement inscrit dans le calendrier politique. DSK, c'est ça. C'était pas de la politique d'ailleurs. Bon. Merci à vous, Robert Rochefort, donc économiste et député européen et vice-président du Modem. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Boursorama. Bon week-end.